doute, je suis l'un et l'autre. The Good Post. Bonjour chers amis, ça fait plaisir de vous entendre, The Good Post 22 est arrivé, et oui, aujourd'hui le Good Post s'appelle l'expérience interdite, on le sait bien, le Good Post est une expérience qui n'aurait jamais dû être tentée, la preuve avec cet humour malaise TV de la semaine dernière et cette imitation d'Éric Zemmour absolument flippante, mais qui a donné lieu aussi au premier épisode de la série The Résumé avec de l'image, du son, la totale, bref du YouTube Game en sueur, que je vous conseille de regarder, et il y en aura un autre aujourd'hui de toute façon avec cet épisode de The Good Post, donc n'hésitez pas à regarder The Résumé aussi, et oui, il faut bien commencer par un petit peu de pub, de toute façon vous écoutez pas plus d'une minute, en moyenne j'ai regardé sur YouTube Analytics, c'est consternant. Oui, je disais juste, il y a The Résumé, voilà, pour ceux qui auraient du mal à écouter cette logorée inadmissible. Flatliners, comme disent les bons Anglois. L'expérience interdite sous notre contrée et ligne interdite au Québec. Au Québec. Putain, c'est beau ça. Ligne interdite au Québec, comme titre donc original. Pour le coup, j'avoue que je n'arrive pas à comprendre ligne interdite. Mais bon, peu importe. Je me disais qu'ils ont voulu traduire Flatliners, mais ça veut pas du tout dire ça. Bon, bref. Là, pour le coup, je suis un peu... Bref. L'expérience interdite, donc, film de 1990, réalisé par Joel Schumacher. Joel Schumacher, vous le connaissez certainement, c'est le très très grand champion de football, qui a notamment été gardien de l'équipe d'Allemagne, très grande équipe d'Allemagne des débuts des années 80. C'est lui qui avait notamment éclaté Battiston en lui rentrant dedans, le pauvre, alors que l'équipe de France était tout près de la qualification, l'équipe de France qui menait 3-1 en prolongation, et qui a été rejointe par les Allemands, par le terrifiant Karl-Heinz Rummenigge, et qui fut battu ensuite au penalty, enfin c'est le mondial 82, quoi, une horreur, une tristesse, une déception terrible, qui se renouvela, si je ne dis pas de bêtises, 4 ans plus tard, l'équipe de France, championne d'Europe à l'époque de football en 84, perdit de nouveau contre cette satanée Allemagne, avec toujours Harald Schumacher dans les buts. Bref, grand monsieur du football, Schumacher, qui a eu donc plusieurs vies, puisqu'il a été aussi champion du monde de F1 pendant plusieurs années, champion du monde de F1 terrible, et qui a fini sa vie ces dernières années en ayant eu d'abord un accident de ski qui l'a rendu quasi paralysé, et ainsi de suite, et il est mort en 2020 à New York à l'âge de 80 ans. Joel Schumacher, donc, c'est une vie assez incroyable, et entre-temps il a réalisé plein de films, notamment, pour vous donner juste un petit condensé de ce que le mec a réalisé de connu, il a réalisé donc L'expérience interdite, Chute libre, Falling Down, The Client, Batman Forever, il est beaucoup connu sur internet pour ça, mais il n'a pas fait que ça, Le droit de tuer, 8 mm, Bad Company, Phone Game, Véronique Guérin, Le fantôme de l'opéra, bref, beaucoup de gros films, très très grosse carrière, et réalisateur qui pour moi n'est pas le réalisateur, comme pour beaucoup de personnes malheureusement sur YouTube, comme je le disais, le réalisateur essentiellement de Batman et Robin et de Batman Forever. C'est d'abord et avant tout, je pense, un réalisateur franchement baroque pour l'époque, pour les années 90, plutôt intéressant, et qui, à mon avis, avait vraiment une capacité à raconter des histoires plutôt au-dessus de la moyenne. À partir des années 2000, je trouvais son cinéma franchement beaucoup moins intéressant. Bon, j'ai vu moins de choses aussi, mais je crois que le dernier truc que j'avais vu de lui, à part l'épisode de la série House of Cards qu'il avait fait, je crois que c'était le nombre 23, effectivement c'était pas très intéressant. J'ai pas vu sa version du fantôme de l'opéra, j'ai pas vu Véronique Guérin non plus, qui avait été plutôt pas mal critiqué, mais en 2002 il avait sorti Phone Game, qui était un scénario impossible à faire, sur lequel je ferai un podcast bientôt, et qui était un petit thriller. Si vous avez jamais vu Phone Game, matez-le, c'est franchement bien, avec un Colin Farrell tout jeune, mais c'est un très très bon thriller où tout se passe dans une cabine téléphonique. Phone Game, Phone Booth dans sa version originale, franchement sympa. Bref, un réalisateur intéressant, qui a fait des films beaucoup moins intéressants aussi, mais qui a fait des bons trucs. 8 mm, c'est très intéressant, et donc Chute libre aussi, et L'expérience interdite, ça reste un film intéressant qu'il fait donc en 1990. Vous avez bien compris que je parlais bien sûr de Joel Schumacher, non pas de Harald ni de Michael Schumacher évidemment. Donc on va arrêter les vannes à 2 francs, en tout cas si on en est capable. Quelle indignité. La décadence est en marche. Aujourd'hui, on va essayer de pas trop perdre de temps, salam alek. Je vais vous présenter d'abord l'expérience interdite, parce qu'aujourd'hui c'est une expérience interdite. Oui, je vais parler du film et de son remake officiel qui est sorti
en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Mais d'abord, je vous présente celui-là. On va rester sur celui de 1990, qui était déjà plutôt un gros film quand il sort en 90, avec un casting assez costaud, puisqu'à l'époque, Kiefer Sutherland, c'est plutôt un acteur connu, qui est donc l'acteur phare du casting, mais on a avec lui Kevin Bacon, qui était à l'époque un gros acteur de très gros films hollywoodiens, Julia Roberts, qui était en train d'exploser à l'époque et de mettre toutes les actrices d'Hollywood d'accord, William Baldwin, l'un des frères Baldwin, le moins connu, pas le moins connu, mais on va dire au même niveau que Stephen. Les frères Baldwin, allez hop, petit gossip d'Hollywood, je sais que vous adorez ça, vous aimez bien que je vous raconte des gossips. Les frères Baldwin sont au nombre de 3, si je ne dis pas bêtises, en tout cas au niveau du cinéma, il y a Alex, Stephen et William, et ils ont tous les 3 eu une carrière plutôt sympa. Pour vous donner une échelle d'idée, William Baldwin se fera connaître pour l'Expérience Interdite, mais aussi pour le film Sliver, où il aura des scènes de sexe torrides avec Sharon Stone, la pauvre qui était toujours transformée en objet sexuel, il n'y avait rien à faire. Je me demande si ça l'intéressait vraiment, mais bon, a priori elle a eu une carrière au départ essentiellement tournée autour de ça, ce qui est quand même triste. Sachant que c'est une actrice franchement intéressante, qui joue plutôt bien. Je vous conseille de voir notamment évidemment Basic Instinct, où elle est excellente dans le rôle. On joue encore sur sa plastique, mais pas tant que ça, c'est surtout sa capacité à avoir ce regard psychopathe là qui fonctionne très bien. Bref, vraiment une actrice qui pour le coup méritait mieux. Bref, et elle a joué donc dans Sliver, ce thriller érotico pas terrible franchement avec William Baldwin, et il s'est fait essentiellement connaître que ça, William Baldwin, avant grosso modo de disparaître des radars. Stephen Baldwin, lui, s'est fait connaître essentiellement pour son rôle assez génial de McManus dans le formidable Usual Suspect, sur lequel il serait temps que je fasse un podcast, une vidéo, enfin la totale. Vous savez très bien que j'en parle depuis plusieurs années, donc ça va venir quoi qu'il arrive. Et Alec Baldwin est celui qui a eu le plus de succès. Mais là, pour le coup, je me souviens pas trop des films qu'il a fait. Tiens, c'est marrant, quoi. Alec Baldwin. En fait, dernièrement, j'ai vu qu'il avait doublé le Père Noël dans l'excellent film de Noël que j'avais fait dans mes critiques, d'ailleurs, si ça vous intéresse de voir. Les 5 légendes, où il est très bien. Il double hyper bien un Père Noël avec un accent russe et tout, qui est super hardcore. Enfin, super hardcore, non, mais qui est bien sympathique, bien badass. Voilà, mais là, pour le coup, Alec Baldwin, ça me revient pas. Il a fait pourtant plein de trucs. Oh là là! Les amis, écoutez, je vais chercher pendant que je vous présente. Donc vous avez, revenons-en à la base. L'Expérience Interdite est un gros projet qui a été vraiment pour le coup un film très hypé dans les années 90, notamment parce qu'il traitait d'un sujet très fort à l'époque, considéré comme un sujet fort à l'époque. C'était la fameuse idée de la vie après la mort. Je vous fais le pitch rapidement, comme ça vous comprendrez un petit peu. Les deux films tournent un peu autour de la même histoire. On a grosso modo des étudiants en médecine qui décident d'aller voir ce qui se passe après la mort, et pour ça ils décident d'aller directement à la source, de se faire littéralement tuer, donc mourir sur la table d'opération, de rester en état de mort cérébrale pendant un moment, et donc de se faire ranimer, ce qui est évidemment un pari à chaque fois extrêmement dangereux, et évidemment, vu qu'on est dans les années 90, il était hors de question de revenir simplement en disant « j'ai vu un tunnel ». Le film étant un blockbuster hollywoodien, il s'agissait d'y mettre une petite sauce de super fantastique. Et dans les deux films, les personnages reviennent avec quelque chose. Je vais vous en parler un petit peu. Je ferai de toute façon une partie spoiler pour aller un peu plus loin dans le développement. Mais grosso modo, c'était plutôt un gros projet à l'époque, l'Expérience Interdite, et ça avait globalement très bien marché au cinéma. Ça avait une vraie belle hype, le film passant pour un film de suspense, voire même un film de peur pour beaucoup, moi le premier. Alec Baldwin, il a tourné, pour revenir sur lui vite fait, il a tourné dans Working Girl notamment, un film très connu. Il a tourné dans Conversation Nocturne, Talk Radio de Oliver Stone aussi, Great Balls of Fire de Jim McBride aussi, comment dire, À la poursuite d'Octobre Rouge. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Le baiser empoisonné. Enfin, tout ça, c'est Guet-apens de Roger Donaldson. Bref, c'est un mec qui a fait une petite carrière tout à fait sympa. La Jurée de Brian Gibson. Bref, c'est essentiellement des thrillers dont je vous parle là, qui à l'époque fonctionnaient plutôt bien. Et puis sa carrière a baissé tout doucement, dans Good Food on Notting Hill aussi, peut-être. Peut-être qu'il a fait de plus connu, je pense, fin des années 90. Et ensuite, sa carrière a baissé tout doucement. Il a fait beaucoup plus de rôles comiques et de choses comme ça. Son dernier gros rôle dans un blockbuster étant dans le Pearl Harbor de Michael Bay, où il jouait le colonel Doolittle. Bref, rien de fascinant d'ici là, mais il a fait des apparitions, des second rôles dans des gros films, Aviator et autres. Voilà, c'est juste pour vous donner Les Infiltrés aussi, où il est très bien d'ailleurs. Bref,
Comme ça, vous connaissez un petit peu Alec Baldwin, vous pouvez aller découvrir sa carrière. Tout ça pour dire... Pour revenir à Flatliners, Flatliners est donc un projet qui, dans les années 90, avait eu son petit succès d'estime, mine de rien, et qui était resté un petit peu dans ma tête comme un film. Je l'avais vu, j'avais quoi, 10-11 ans, et je m'étais plutôt chié dessus, parce que ça me faisait flipper facilement. Oui, j'étais un petit peu une tata à l'époque. C'était très facile de me faire flipper, mais j'en ai parlé dans d'autres vidéos, j'étais un gros flippé, j'ai fait des angoisses nocturnes jusqu'à très tardivement dans ma vie. Donc franchement, j'ai de leçons à donner à personne. Et donc j'avais ce souvenir-là, et comme depuis le temps, j'ai fait de l'expérience, j'ai vu d'autres films, des films beaucoup plus hardcore que ça, je me suis dit, il était temps que je le revoie, notamment quand j'ai vu qu'il y avait un remake, et oui, un remake qui est sorti en 2017 et qui s'appelle aussi Flatliners et qui a aussi été baptisé en France L'Expérience Interdite, donc, et au Québec il a été rebaptisé encore une fois Ligne Interdite, puisque c'était un remake. Il a été réalisé par Niels Arden Opleff, qui a pas fait grand chose. C'est bien, il a fait des films et tout, mais j'ai pas vu grand chose. Je le connais essentiellement pour le film Millennium, avec Noomi Rapace, que j'avais trouvé vraiment bien, que j'avais aimé aussi. Tiens, ce serait intéressant pour le coup, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un petit podcast pour comparer les deux. La version de Millennium, la sienne, celle de Opleff, qui est la version danoise, et la version de David Fincher. Je trouve ces deux versions très intéressantes sur plein de points, notamment parce que dans la série Millennium danoise, ils ont pu aller au bout des films, et la série hollywoodienne s'est arrêtée avec le film de Fincher, je ne sais pas pourquoi. Et c'est très intéressant. Et en fait, à part ce film-là de Opleff, que j'ai trouvé vraiment de bonne qualité, de bonne facture, c'était un bon thriller, hein, glauque et tout ça, vraiment, je trouve assez réussi dans le genre. Avec dans le rôle du flic aussi, du journaliste, pardon, dans Millennium, il y a cet acteur qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui était plutôt bon d'ailleurs. C'est dommage parce que j'ai trouvé c'était un bon acteur. Michael Nyquist qui est décédé il y a pas, je crois l'année dernière, je sais plus quand. Dommage, qui était un bon acteur. Et donc c'est le seul film que j'avais vu de Niels Arden Opleff avant de voir son nom associé au projet Flatliners, qui est donc ce remake. Et donc la première grande différence, c'est que ce remake n'est pas un aussi gros projet que ce que le projet de 90 c'était. Le casting principal étant porté par Ellen Page, actrice éminemment connue, je vous ai parlé d'elle notamment dans mes podcasts sur The Umbrella Academy, je vous y renvoie, actrice qui a vraiment une grosse hype au début des années 2000 et qui depuis qu'elle a fait son coming out, c'est juste une réalité concrète d'Hollywood, c'est triste mais c'est une réalité, tourne beaucoup moins au cinéma et fait donc des rôles dans des films plutôt de série B, ce film Flatliner se présentant plutôt comme une série B que plutôt un gros blockbuster. Voilà, donc il y a une grosse différence dans la portée du casting. On a donc Ellen Page dans le rôle principal de Courtney Holmes, et on a derrière elle Diego Luna qui s'est surtout fait connaître dans la série, je crois que comment elle s'appelle, je crois que la série s'appelle Narc, non, je sais plus, c'est la série qui tourne autour des cartels, du cartel de Medellin, je crois, enfin je sais plus exactement, je connais pas la série, mais il se fait essentiellement voir en ce moment pour ça, et pour son rôle dans Star Wars Rogue One. Voilà, donc Diego Luna qui est en train de percer à Hollywood plutôt bien comme le nouvel acteur portoricain qui envoie du blé, et franchement il est correct. Après eux deux, le reste du casting est globalement peu connu. On a Kiefer Sutherland qui joue le rôle du Dr Barry Folsom, donc qui vient donc adouber entre guillemets ce projet un peu sans reprendre son rôle de l'original, donc il ne s'agit pas d'une suite mais bien d'autre chose, puisque dans le film original Kiefer Sutherland s'appelait Nelson Wright, et donc là il est un peu leur prof hardcore, celui qui vient mettre la pression. Je raconterai un petit peu les différences de point de vue sur les deux films qui sont finalement relativement similaires, et finalement avoir Kiefer Sutherland dedans, à part évoquer le premier film, ça n'a pas grand intérêt, donc il est vraiment en retrait globalement dans le film, n'ayant vraiment qu'un tout petit rôle, ce qui est étonnant puisque Kiefer Sutherland a encore eu une bonne hype il y a encore 10 ans, était plutôt sur une bonne hype, notamment avec la série 24 heures, donc bref, pourquoi pas une suite, pourquoi pas reprendre son personnage de l'original et aller au-delà, on va se poser toutes ces questions après. Le casting va un peu plus au-delà, avec notamment, non, ne va pas au-delà justement de cette grille, on va dire, purement financière, hein. On est bien d'accord qu'on parle de cinéma qui coûte beaucoup de pognon, et donc le reste du casting indique que c'est clairement une série B, notamment avec dans les rôles principaux des acteurs et actrices que je n'ai pas vus ailleurs. Nina Dobrev qui joue le rôle de Marlowe, James Norton qui joue le rôle de Jamie, et Kiersey Clements qui joue le rôle de Sophia Manning. Et vous avez votre équipe avec Diego Luna et Ellen Page. Vous avez votre équipe de 5 personnes qui vont bien sûr tenter, comme dans le film original, de se faire mourir et de se réanimer pour savoir, nom de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe après la vie, pourquoi est-ce qu'on meurt vraiment, est-ce qu'il y a encore des choses qui se passent dans le cerveau, blablabli, blablabla.
Voilà, vous avez un petit peu le contexte qui est posé. Vous êtes prêts? Je vous choque tout de suite et je vous ranime dans 2 secondes pour qu'on puisse commencer tous ensemble cette critique qui va être mine de rien assez dense. Et puis voilà. Hein, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. La news de cette semaine, vous la connaissez, j'en avais parlé déjà un petit peu la semaine dernière, c'est le gros haro sur les Twitchers, les gens qui sont sur le site de streaming Twitch. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Twitch est un site qui permet, une application, bref, un portail qui permet de faire du live vidéo, donc des gros live vidéo avec beaucoup de gens qui regardent et qui réagissent donc sur des chats. En général, Twitch, si je ne dis pas de bêtises, est né essentiellement autour des lives de jeux vidéo, donc de gamers, qui sont extrêmement suivis. Hein. Il faut bien savoir que certains Twitchers de jeux vidéo vont quasiment jusqu'à la centaine de milliers de gens qui les suivent en même temps, ce qui est impressionnant. Là, je parle vraiment des meilleurs du haut du panier, mais il faut vous imaginer que la moyenne des Twitchers populaires, ils font 10 000 personnes qui les suivent, ce qui est vraiment énorme en termes d'audimat. Il ne faut pas croire, hein, sur Internet, récupérer autant de gens en direct, c'est très costaud. Et donc, il y a toute une économie qui s'est créée autour de ça, évidemment. Les Twitchers gagnent leur vie en montrant des pubs durant leur Twitch, pour la plupart, je ne dis pas tous, mais pour la plupart, c'est le réseau, en tout cas, les incite à ça. Je ne connais pas assez Twitch, hein, je ne veux pas dire de bêtises, je présume qu'il y en a certains qui le font aussi des lives sans pub et qui basent leur revenu sur Tipeee ou sur Utip ou sur d'autres principes de revenus. Je vous rappelle la différence, hein. Tipeee, c'est grosso modo un porte-monnaie et les gens viennent vous mettre de l'argent dedans et vous pouvez promettre des choses contre comme vous ne pouvez rien promettre. Donc ça peut être aussi une grosse arnaque, hein. Il y a bien le Raptor Dissident qui a bien assez blagué là-dessus sur le mystérieux Tipeee d'or, sur la capacité de certains à escroquer, hein, tout simplement les gens pour se payer un téléphone ou n'importe quoi. Donc méfiez-vous, faites attention à qui vous donnez de l'argent et comment, c'est toujours pareil. Et il y a Utip, où le principe c'est que vous regardez des publicités, ou vous faites tourner des publicités plus simplement sur votre téléphone, votre ordinateur ou autre, pour un YouTuber, un Twitcher ou n'importe qui, et ça va lui reverser des droits, de l'argent, parce que vous avez, grâce à cette personne, vous avez regardé potentiellement des publicités. Donc ça, c'est différents principes. Vous avez aussi le principe des Patreon, vous avez le crowdfunding, il y a beaucoup de choses maintenant pour le financement, des financements culturels, je mets entre guillemets alternatifs, mais tout simplement différents, selon ce qui convient aux différents créateurs. Et donc Twitch, tout comme YouTube, incite les gens à aller vers la publicité, et il se trouve que, et c'est là où je veux en venir, oui je sais, en ce moment faire des détours c'est mon deuxième prénom. Et donc, nous nous retrouvons aujourd'hui avec ce qui devait arriver sur tout réseau social qui fonctionne, tout portail qui fonctionne par les revenus publicitaires, c'est-à-dire que les revenus publicitaires se sont fait rattraper par les ayants droit. Alors je vous explique en gros le principe. Sur YouTube il s'est passé la même chose. Vous avez donc, vous, moi, d'autres, on utilise des images qui ne nous appartiennent pas, des musiques qui ne nous appartiennent pas. Vous entendez plein pendant ce podcast des choses qui ne sont absolument pas à moi. Et comme je touche 0 centime sur les vidéos YouTube, c'est aussi éthiquement lié à ça, hein. C'est au fait que j'utilise de la musique, des extraits de plein de gens qui ne m'appartiennent pas, et donc par définition, j'ai choisi de ne pas mettre de financement sur ces vidéos-là, sur les podcasts au jour d'aujourd'hui. Si demain je commence à financer les podcasts, il faudra que je revoie ma bande son et que je refasse pas mal de choses. Je pense que ce serait plutôt, si ça devait arriver, il faudrait que j'ai un succès franchement plus conséquent que ce que j'ai aujourd'hui. Je sais, les milliards de viewers et les milliards d'auditeurs, ça ne me suffit pas, évidemment. En toute modestie. Mais en l'occurrence, il faudrait que je revoie, entre guillemets, ma grille audio pour éviter au minimum de respecter la loi, dans le meilleur des cas, de produire moi-même ce que je veux utiliser comme musique, comme son, et ainsi de suite, parce que tout simplement, sinon il faut reverser les droits, et c'est normal aux gens, aux ayants droit. Bref, il y a toute une culture alternative qui s'y met en place et qui joue beaucoup sur cette fameuse règle tacite du monde de la création sur Internet, cette idée que voilà, si on utilise un extrait qui n'est pas trop long, on n'a pas à verser de droit. Alors, pas trop long, je crois que c'est selon, à la radio et à la vidéo, c'est encore différent. Je crois qu'en vidéo, le maximum, c'est 10 secondes. Au-delà de 10 secondes, je crois, il faut commencer à payer tout de suite. Ensuite, il faut prouver aussi que c'est pas un extrait pour un extrait, juste pour, vous voyez ce que je veux dire, juste mettre un extrait et puis mettre par exemple une vidéo de 10 secondes qui est un extrait et encaisser des droits, ça c'est illégal. On a le droit pour l'instant de mettre un extrait gratuitement, mais encore ça se discute beaucoup, il faut que les ayants droit soient d'accord.
Par contre, on n'a pas le droit d'encaisser dessus parce que tout simplement, c'est pas les nôtres. Par contre, si on utilise ces 10 extraits dans une vidéo de 15 minutes, on met des petits extraits, 5-6 extraits de 10 secondes d'œuvres différentes, j'insiste, d'œuvres différentes, ou de la même œuvre d'ailleurs, c'est bête ce que je dis, ou de la même œuvre, ça peut fonctionner parce qu'il s'agit d'exemples à but caricaturaux, humoristiques ou critiques. Mais l'idée, c'est d'avoir un ratio qui soit légalement viable entre votre création visuelle et ce que vous mettez comme extrait, ce qui est très 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 délicat. Je vais être très honnête, la grande majorité, moi y compris, de gens qui font des vidéos sur YouTube avec images, ne respectent pas ce ratio et ont souvent plus d'images non faites. Mais ça se discute, c'est très compliqué hein, comme ratio, c'est vraiment très très souple, et la question des droits d'auteur est au cœur de cette problématique-là. De facto, comment font les réseaux comme Twitch et YouTube avec cet imbroglio et ce pataquès? Ce que tu dis n'a aucun sens. Eh bien, Twitch a choisi depuis longtemps de grosso modo respecter un peu ce qu'on appelait les droits radio, c'est-à-dire peu d'éléments d'extrait dans un premier temps, voire pas du tout, pour éviter de payer des droits d'auteur à foison et ainsi de suite. Et donc la plupart des Twitchers, donc des gens qui... les chaînes Twitch, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne un petit peu, mais vous avez des lives et vous avez juste quelques vidéos, pas toutes, qui sont, si je dis pas de bêtises, alors à moins que j'ai pas trop suivi de Twitchers, donc peut-être qu'il y a des comptes pro, vous me détrompez si c'est le cas, mais la plupart des Twitchers, ils n'ont pas un cheptel de 70 vidéos de côté à regarder. C'est les lives qui sont le plus souvent mis en avant, et d'ailleurs la plupart finissent par mettre leurs vidéos Twitch, font un montage ou pas, et la mettre sur YouTube, qui sert vraiment à, grosso modo, de banque de stockage, évidemment de faire de l'argent et tout ça avec les gens qui vont regarder les vidéos en différé, mais dans l'idée, Twitch c'est vraiment fait pour donner la force au live. Donc on a quelques vidéos de côté, mais ces vidéos de côté rapportent aussi des sous, il y a aussi des pubs et ainsi de suite. Et en fait, dans ces vidéos-là et dans les lives, petit à petit, les droits d'auteur sur la musique notamment ont commencé à être de plus en plus attaqués par les conglomérats de la musique notamment, parce que bah voilà, hein, les Twitchers ils mettaient pour que l'ambiance soit correcte, le live pass, bah ils mettent une musique dans le fond, et ainsi de suite, et ils faisaient pas forcément toujours attention aux droits d'auteur. Et ça s'est resserré d'année en année. On a eu de moins en moins de Twitchers qui utilisaient de la musique connue et ainsi de suite parce qu'ils disaient c'est dangereux, petit à petit ils nous en enlèvent de plus en plus. Et là dernièrement la sanction est tombée. Il y a plein de vidéos Twitch qui sont en train de se faire striker, de se faire interdire ou de se faire tout simplement supprimer de Twitch par grosso modo Twitch, caricature. Mais grosso modo, si plus personne peut la regarder, par définition, bah autant la supprimer, la vidéo. Et en fait, c'est devenu grosso modo, bah voilà, on peut quasiment plus mettre de musique sur Twitch sans se faire striker. Et là, on est arrivé à un stade où il y a carrément des gens qui disent au bout de 5 secondes de musique, la chaîne, elle est carrément bannie de Twitch. Oui, parce que Twitch a une politique à cause, encore une fois, de la publicité, a une politique de plus en plus restrictive. Au départ, Twitch permettait beaucoup de live et des quarts de langage, notamment, de présenter des idées radicales et ainsi de suite. Et plus Twitch a évolué, plus Twitch a ramené de l'argent, plus il y a eu donc, comme je le disais, des annonceurs pubs qui ont financé clairement la plateforme. Et ben, de moins en moins de choses ont été permises et on est retourné de plus en plus vers quelque chose, on va dire, de moins ouvert, de beaucoup plus mainstream. Pas forcément pour de mauvaises raisons en termes de live. Je peux entendre que ce soit quelque chose à gérer, par exemple, là je fais mon malin en disant oui, la liberté pour tout le monde à s'exprimer, c'est de toute façon intelligent, comme YouTube, comme d'autres plateformes, d'essayer par exemple de faire en sorte que les enfants jeunes ne tombent pas sur n'importe quoi. Et ça, c'est plutôt intelligent, ou tout du moins que les gens soient avertis au maximum du contenu. Par exemple, moi j'ai tendance à pas mettre assez sur mes podcasts que je fais de l'humour noir et que c'est très hardcore et pas forcément franchement pour les enfants. Je devrais peut-être être un peu plus précis là-dessus dans mes descriptions et mes petites images. Bref, on y pense. Tout ça, ça évolue tout doucement. Que tout le monde se calme et pose ses flingues. C'est le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul! C'est trop nul! Tactiquement, techniquement. Donc pour être clair, il y a de moins en moins de liberté de dire des choses, de mettre de la musique et ainsi de suite. Alors faut comprendre, là je suis en train de mélanger les choses un petit peu de manière un petit peu trop facile. Comme je disais, c'est une bonne chose de pouvoir choisir ce qu'on écoute et par exemple de protéger les enfants ou les plus jeunes, ou les âmes sensibles tout simplement, c'est une bonne chose. Là-dessus, j'ai rien à dire. Sur la musique, c'est un peu plus dommage parce que d'un côté, je comprends la nécessité de payer les ayants droit et je trouve ça bien. De l'autre, c'est dommage d'enlever des outils de créativité aux gens qui font du live, aussi bien que les créatifs de YouTube dont je fais partie et d'autres. Est-ce que c'est à réguler? Absolument. Comme je disais, il y a des gens qui exagèrent
Ça existait, hein, les lives sur Twitch où les gens vous mettez un petit encart où il y a le film en entier qui est passé, puis on voit la personne réagir dessus, parler sur le film, c'est intéressant. Mais au final, le film est diffusé en entier et à un public large pour grosso modo de manière gratuite, et c'était très discutable. Heureusement, ce genre de pratique, ça a été vite attaqué sur Twitch. Je ne sais pas si ça a encore lieu maintenant, mais grosso modo, ça a été vite mis de côté. Donc voilà ce que j'appelle une exagération. Moi, je parle de films en podcast et ainsi de suite. Vous inquiétez pas, j'adorerais vous parler devant les films ou pendant les films carrément, si ça vous intéressait comme format. Mais voilà, il faudrait que je paye les droits d'auteur, les ayants droit du film, ce qui est tout à fait normal, je pense, arriver à ce stade d'utilisation de l'image, donc 100% du film et ainsi de suite. Après, je pense franchement que Twitch, YouTube ou d'autres devraient essayer de trouver un moyen terme avec les annonceurs et les ayants droit. Vous voyez ce que je veux dire, les deux pôles sont très importants pour que la créativité soit toujours possible. Et elle est toujours possible, la créativité, mais qu'on puisse utiliser un plus large éventail d'outils créatifs, et qu'en parallèle, la publicité ne limite pas non plus la liberté de ton, la liberté de parole. Alors voilà, je voulais pas faire une très très grosse news là-dessus, mais je vous en avais parlé la semaine dernière. Il y a globalement dans tous les réseaux sociaux, en ce moment, un resserrement de la liberté d'expression et de ces outils. Et c'est dommage, et je pense qu'il faut qu'on soit vigilant à ça, parce que beaucoup de youtubeurs que vous suivez ont démarré en étant très libres. Alors peut-être qu'ils ont lissé petit à petit leurs paroles et qu'ils ont eu envie de le faire, mais je pense que pour la plupart, ils se sont pliés à ce que le réseau leur proposait, leur laissait comme marge de jeu, et parce que c'est devenu leur gagne-pain. Et je pense qu'on devrait essayer... Alors c'est mon petit côté politique, allez vas-y, je reviens avec mon drapeau rouge gauchias de merde, mais je pense qu'on devrait vraiment essayer de trouver un moyen terme avec une part de financement public. Alors, je devrais mettre dans le lien de ces vidéos la vidéo du Raptor Dissident sur, les premières commissions du CNC concernant YouTube, où il y a, dans le genre copinage, il y a des choses à dire, il n'y a pas de souci, mais voilà, malgré tout, je pense quand même qu'on a encore des choses à créer pour permettre encore la liberté d'expression et pour faire en sorte de la défendre sur tout type de réseau de diffusion internet, de type créatif, artistique, culturel. Il faut, à mon avis, faire gaffe à ça. Voilà, donc c'est une tendance globale, Twitch, YouTube, tout le monde va un peu vers ça. Essayons de rester vigilants, je pense, parce que sinon, dans quelques années, on risque de se retrouver avec YouTube égale TF1. S'il vous plaît. Oui? Donc, après vous avoir saoulé encore une fois avec des choses politiques, non, c'était pas mon objectif. Les news, j'ai envie de réfléchir, des fois j'affirme des choses comme ça, mais n'hésitez pas à me rectifier ma face si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, dans les retours sur Twitch, Instagram, Twitter, pas sur Twitch, excuse-moi, je suis pas sur Twitch du tout, Twitter, YouTube et ainsi de suite, n'hésitez pas, ça m'intéresse énormément. Donc, revenons au plat de résistance. Excusez-moi, c'était une des heures les plus sombres de l'histoire, comme on dit. Bref, tout ça pour dire... L'expérience interdite, le film et le remake. Alors ici, on a attaqué morceau par morceau. Concernant les décors, le film de 90 était beaucoup plus ambitieux. Encore une fois, là, on parle quelque part de standing. Même si le décor du film actuel est intéressant, le film original basait tout sur quelque chose de l'ordre de la question... le film était frontalement baroque et disait on va questionner l'existence de Dieu, de la prévie, ainsi de suite. Donc, les opérations de nos chers amis, les moments où ils se faisaient mourir, étaient littéralement dans des anciens endroits, je sais pas, c'est une sorte d'ancienne cathédrale, avec des sculptures, des moulures classiques, avec des peintures, genre la création du monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Oui, la création du monde, c'est quand on voit, je sais plus maintenant, Dieu, et je sais plus qui c'est qui lui tend le doigt, là. Vous savez, les deux personnes qui se tendent le doigt, et ça, c'est l'homme qui rejoint Dieu, blablabla. Je me souviens plus franchement de la symbolique de ce tableau, mais je crois que ça s'appelle la création du monde, si je dis pas de bêtises. Et bref, vous avez des tableaux comme ça, des tableaux classiques avec beaucoup de sens, la mort, la renaissance, le printemps, blablabla, et donc des statues, des peintures, et le film finit d'ailleurs littéralement sur une peinture dont j'oublie ce que c'était, mais qui évoque encore une fois la création, blablabla. Donc, quand je dis que c'est baroque, c'est dans ce sens-là. Pour vous souvenir, j'avais abordé la question dans d'autres podcasts. Le baroque, c'est grosso modo l'art en général qui fait la part belle à l'émotion et qui donc va avoir tendance à une certaine forme d'exagération visuelle, sonore. Au cinéma, ça donne des films
alors ça peut carrément virer au rococo, c'est-à-dire au côté complètement pompier et ridicule, chez Joel Schumacher, justement, avec Batman et Robin, par exemple, mais il y a aussi plein de films qui utilisent des films populaires qui ont très très bien marché, qui utilisent des ressorts baroques comme Old Boy. Je vous renvoie à ma critique d'ailleurs des deux Old Boy, je vous mettrai le podcast dans les liens, sur le podcast et ainsi de suite, dans les informations du podcast et de la vidéo. Et du résumé aussi d'ailleurs. Et oui, effectivement, chaque semaine vous aurez le droit de maintenant un résumé vidéo du podcast où j'aborderai moins de choses, donc n'hésitez pas à écouter le podcast malgré tout pour avoir l'étendue de ma réflexion et pour pouvoir répondre, me dire des choses à mon avis plus précises sur là où je me trompe éventuellement, ça m'intéresse énormément encore une fois. Mais il y aura aussi le résumé histoire de rigoler un peu plus et de se lâcher un peu plus dans la vanne et aussi de proposer un format, j'espère, qui intéressera un autre public qui ne s'intéresse pas forcément au podcast. Bref, tout ça pour dire, le côté baroque, c'est ça, c'est une légère exagération, et on a clairement dans la mise en scène de Flatliners en 1990, cette présence de la couleur, il y a des grands contrastes rouges et bleus, il y a beaucoup de travail sur les aplats de couleurs très forts. On a par exemple des scènes, les scènes de réanimation sont dans une salle qui en général a tendance orange-rouge, il y a quelque chose vraiment du feu. Par contre, la plupart des apparitions spectrales sont dans une ambiance blanche-bleue. On a notamment une séquence où Kiefer Sutherland est enfermé tout seul chez lui et il est grosso modo pourchassé par l'esprit, je passe les détails, je spoil à peine, hein, c'est dans toutes les bandes annonces du film. Il y a une ambiance blanche, lumière bleue chez lui qui vient de nulle part, qui est vraiment juste un choix stylistique pour dire voilà que on passe dans quelque chose de froid, les morts arrivent, vous voyez. Donc c'est pas forcément de la grande subtilité, mais c'est très, très affirmé et on sent vraiment que le film à l'époque avait des moyens conséquents pour pouvoir se permettre d'aussi grands décors et un aussi gros travail, je pense, sur la lumière et sur les couleurs. Là où le film actuel est beaucoup plus modéré, voire un peu tiède, même si on a de belles images, même si on a globalement... même si globalement on a un travail sur comment dire ça, même si on a un travail sur la couleur, oui, allez, disons-le comme ça, plutôt sur la lumière qui est intéressant. On a notamment un tunnel qui revient régulièrement, qui sépare deux immeubles, qui est malheureusement très petit, ce qui du coup enlève un peu on comprend que c'est un tunnel qui existe vraiment, qui est vraiment entre deux immeubles, et j'aurais aimé qu'ils aient les moyens de jouer un peu plus sur cette métaphore-là, la métaphore du tunnel entre la vie et la mort. Il y a quelque chose comme ça, et comme par hasard, la plupart des personnages se rendent compte de ce qui se passe dans ce tunnel-là. Bref, c'était pas mal, mais c'est clairement, le film manque de moyens, je pense, et ne pouvait pas se permettre de reconstituer ce tunnel, ou d'aller un peu plus loin en termes de sens. Du coup, c'est un petit peu faible, même si on voit plusieurs fois les personnages passer par là. Ça se passe de nouveau, comme dans le film original, dans une école de médecine, et là, du coup, ils ont choisi de placer la scène de l'action dans un hôpital qui est supposé être un hôpital de secours en cas d'attentat et ainsi de suite, ce qui est très intéressant puisqu'effectivement il y a beaucoup de grands hôpitaux privés aux États-Unis qui ont reconstruit littéralement des hôpitaux complètement fonctionnels qui ne doivent pas être touchés, juste vérifier, juste checker en cas d'attentat pour pouvoir emmener tout le monde en bas. Ce qui est très intéressant. Je ne sais pas d'ailleurs si avec la crise du Covid ils ont utilisé ces hôpitaux-là ou pas finalement. Bref, et ces parties qui sont vraiment liées normalement à des cas de crise sanitaire, mais surtout à des cas d'attentat. Et donc les personnages arrivent à se cacher là-dedans, c'est plutôt intéressant comme lieu, mais par définition, ça accentue le côté scientifique du film, en termes de mise en scène, vu que les personnages se mettent carrément dans une machine à IRM et ainsi de suite, ce qui n'était pas le cas dans le premier film. Mais... le film jouant vraiment sur ce côté contraste entre machines modernes pour réanimer, ainsi de suite, et littéralement une salle d'art, quoi, une salle en construction, d'ailleurs avec des échafaudages et tout, donc c'était très... Pardon, c'était très... il y avait ce contraste-là qui était très fort et qui jouait vraiment sur le fait que pendant les scènes de réanimation, on était dans quelque chose de l'ordre de l'ésotérisme. Tandis que, dans le cas du spirituel, plus précisément, tandis que dans le film actuel, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus scientifique, de plus froid, même si le film fait quand même des effets de contraste qui sont intéressants en termes d'image, il y a plutôt des trucs cool, hein. Mais... on avait, je pense, un côté un peu plus affirmé dans le film de 1990 qui faisait du bien à la mise en scène, tout simplement parce qu'elle rajoutait
je trouve, même à le revoir maintenant, une dose d'implication dans l'histoire. Là où le film actuel est légèrement froid, manque un peu de personnalité au niveau des couleurs. C'est pour ça que je voulais mettre ça parler des couleurs et de la lumière dans les décors, parce que ça se voit dans les décors. Il y a pas mal de décors dans le film actuel. Il y a notamment l'appartement du personnage d'Ellen Page qui est très présent, qui est intéressant, mais aussi dont j'ai pas trop compris la cohérence, qui est vraiment très grand. Si j'ai bien compris, c'est des étudiants en médecine, alors j'ai pas trop compris comment elle peut se permettre de se payer un appart pareil. Je crois que l'histoire se passe à Boston, je suis plus certain. Enfin bref, en tout cas, ça m'a paru bizarre qu'un étudiant puisse se payer un appart pareil. Bref, peu importe. Mais c'est surtout qu'on ne suit pas forcément trop d'où elle vient, quels sont ses moyens, bref. Tout ça pour dire, c'est un décor qui est très présent dans l'histoire et qui est intéressant pour le côté un petit peu train fantôme, j'en reparlerai un moment quand je comparerai les mises en scène. Mais on a au final, je trouve, tout ça, ça fait très film des années 2020 et ça va se dater aussitôt. Là où le film, l'Expérience interdite est certes un film des années 90, ça se voit au grain d'image, à certains effets notamment de zoom, où on sent qu'il n'y avait pas encore eu toute la vague des films d'horreur des années 2000 qui était passée pour proposer quelque chose d'un peu plus hardcore, d'un peu plus intense en termes de mise en scène. Donc du coup il y a pas mal d'effets dans le film qui tombent à plat maintenant et qui ont vieilli, mal vieilli c'est vrai, mais du coup il y a du caractère dans chaque image. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a juste de la présence. Là où dans le film, dans Flatliners de 2017, si j'ai pas de 2011 pardon, on a non de 2017 pardon, on a, je trouve, dans ce choix de décor et dans ce côté très sobre, une vraie absence à un moment donné de parti pris, je trouve, et qui rend du coup l'histoire un tout petit peu... ça enlève un tout petit peu de caractère tout simplement à ce qu'on regarde. Et puis le caractère, c'est une bonne chose de temps à autre quand même d'avoir du caractère, d'avoir des... de poser les ovaires sur la table. C'est gentil, n'est-ce pas madame? C'est gentil ce que je vous dis. Comparons vite fait le casting, parce que j'ai déjà résumé grosso modo, mais ce serait dur un petit peu de dire ça, d'en rester sur ce point-là concernant le casting. Le casting du film original, évidemment, je trouve globalement est très bon. Les antagonismes notamment entre les personnages fonctionnent très bien, mais j'en parlerai un peu plus au moment du scénario. Kiefer Sutherland porte très très bien l'histoire principale puisqu'il est grosso modo le créateur de cette théorie et de cette tentative. Le pendant avec Kevin Bacon est intéressant puisque Kevin Bacon dans ce film-là ne joue ni un mec tordu ni un méchant ou quoi que ce soit, vu qu'on est habitué à le voir maintenant dans ce genre de rôle. Il joue le rôle du gentil en fait de l'histoire, du mec qui veut pas du tout tenter l'expérience et qui comprend très très vite ce qu'il doit faire face à ce qu'il est confronté. Globalement, le personnage est un peu lisse, mais je trouve que le pendant vis-à-vis de Kiefer Sutherland marche bien, notamment parce que il y a ce triangle amoureux, je trouve, plutôt réussi, où on comprend que Kiefer Sutherland et Julia Roberts ont été ensemble avant, qu'ils se sont un peu perdus de vue parce que Kiefer Sutherland il est assez extrême, mais qu'en même temps ils se rejoignaient tous les deux dans ce côté extrême là, et elle se rapproche dans le film du personnage de Kevin Bacon, et je trouve que ça marche plutôt bien. La dynamique qu'il y a entre Kevin Bacon et Julia Roberts c'est bien, et pour un film des années 90 on nous fait pas le coup de la scène de sexe à 2 balles toute naze là, qui était franchement lourdingue dans les années 90, et non plus, ils s'embrassent pas, ça ne se concrétise pas, oui je spoil, mais je trouve que c'est pas grave parce que ça donne beaucoup de sobriété et de qualité à leur relation, ça en augmente, au lieu d'être déçu et de se dire « Ah zut, ils sont pas embrassés », ce qui pouvait se dire dans les années 90 entre deux acteurs comme ça qui étaient des jeunes premiers à l'époque, soit Kevin Bacon ou Julia Roberts, et ben c'était... plutôt un apport de qualité, et je trouve que le reste du casting... pour le coup, fait bien le taf. William Baldwin est vraiment bien, je trouve, dans le rôle du queutard, grosso modo, et du mec qui a pas beaucoup de race, mais qui va se marier et qui est du coup un peu dans une sorte d'ambivalence morale. Je trouve qu'il renvoie bien, je trouve qu'il arrive bien à jouer le mec qui se trompe, fait une grave erreur, trompe sa femme plusieurs fois, enfin c'est un gros dégueulasse, mais qui a un vrai débat moral sur le truc. J'ai trouvé que c'était bien fait. Je parlerai de la mise en scène après, de scènes qui... pour le coup, je suis obligé de spoiler un petit peu ma conclusion, mais qui enfonce vraiment le film le film de 2011, là où le film de 90, je trouve franchement un cap de qualité. J'en parlerai après en parlant des séquences notamment où William Baldwin est poursuivi par les esprits ou par sa propre morale, c'est assez intéressant. Bref. Et on a Oliver Platt, vraiment excellent acteur, qui joue grosso modo celui qui va un peu moralement
se positionner systématiquement en disant ouais, non mais vous êtes fous, on devrait pas faire ça, puis finalement rester, être intéressé, s'emballer sur le truc, amener des vrais passages de théorie dans l'histoire où c'est lui qui dit oui, est-ce qu'on n'est pas en train de se confronter à Dieu lui-même, machin, blablabla. Et c'est assez drôle, mais je trouve que le film ne le fait pas, ne joue pas trop ça comme une comédie, joue plutôt ça comme quelqu'un de sérieux qui croit réellement à sa réflexion. Et bah du coup, je trouve que ça aère plutôt bien le film, on arrive à croire à ce personnage aussi, alors qu'il est très secondaire. Bref, j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien, Oliver Platt. Oliver Platt, pour ceux qui s'intéressent pas à l'acteur, je vous laisse à découvrir un peu sa face, c'est vraiment un bon acteur. Et il a notamment eu un excellent rôle dans la série, et oui, encore une fois, je vous parle encore une fois de The West Wing, décidément. Il y a des mecs, disons, deux références, hein, c'est comme tout le savoir, hein. Quand on n'en a pas, on l'étale sur la biscotte le plus qu'on peut. Oui, c'est pas ça qu'on dit d'habitude. Oui, c'est ça, le savoir, moi, on n'en a plus, on l'étale. Voilà, il serait temps que je reconnecte un petit peu mes deux neurones qui sont en train de se battre, là. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Là où le casting du film actuel, eh ben... non, il fait bien le taf. J'ai été méchant en disant que c'était pas un casting pack. C'était moins un casting 3 étoiles que le premier film. Mais il faut le dire, je trouve que tous amènent réellement quelque chose, sans forcément que le film soit très très bien écrit qui plus est, ce qui prouve à mon sens la qualité de leur jeu. Dans le film actuel, Ellen Page porte donc un peu le rôle de Kiefer Sutherland à l'époque. C'est elle qui imagine cette théorie et qui la met en pratique. Elle est contrecarrée entre guillemets par Diego Luna, qui est on va dire le médecin le plus expérimenté d'entre eux. On apprend dans l'histoire d'ailleurs que c'est un ancien pompier, sans trop spoiler, et donc il a une certaine certitude dans ses actes, une manière de faire, une connaissance du corps humain, donc c'est lui qui réanime beaucoup. Là où dans le film original, je l'ai pas dit, c'était Kevin Bacon, et je trouve qu'ils tous les deux portent très bien le film. Il n'y a pas forcément d'antagonisme entre eux, c'est un peu moins riche en termes relationnels. Mais je trouve Diego Luna très bien, dans ses doutes vis-à-vis de ça, dans le fait qu'il veut partir puis revenir. C'est moins lisible que dans le premier film, mais globalement, je le trouve vraiment bien. Et il a donc une histoire dans cette histoire-là avec le personnage de Marlowe, qui est joué par Nina Dobrev, et je trouve que leur relation fonctionne bien. De là à dire que c'est formidable, non, mais je trouve que c'est bien, et on comprend tout de suite que le personnage de Marlowe est en parallèle, est une étudiante en médecine qui veut aller loin et qui a pas beaucoup de... qui a un peu de morale, mais pas trop, qui essaie de préserver les apparences, mais qui n'en a pas trop, et qui fait un peu l'expérience qui veut faire l'expérience plus parce que ça risque d'être pour elle un super truc sur son CV. On a le personnage de James Norton qui renvoie clairement au personnage de William Baldwin dans le film original, qui est aussi un petit peu un queutard, on le comprend, et je trouve qu'il joue bien, il est bien dans le film, il apporte bien son truc d'être le mec sexy de la bande, d'être un petit peu grosso modo le mec qui est un peu de race, qui dit clairement dès le début du film que lui ce qui l'intéresse c'est de devenir médecin à Los Angeles et de taper de la donzelle, hein. Donc il n'y a pas de, je trouve, pas de doute sur ce qu'il apporte à la narration, il est vraiment bien, James Norton. Il apporte vraiment quelque chose à la narration. Je trouve qu'il est pas forcément séduisant. Là où je pense que William Baldwin pouvait plaire vraiment avec son style un petit peu James Dean des années 90, je pense que James Norton est moins séduisant a priori. Les femmes qui écoutent ce podcast, si vous pensez que je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à me mettre un high kick, hein. Mais c'est mon impression, je trouve pas forcément qu'il ait du charme, mais c'est un queutard, voilà, il assume bien son mode de vie, je trouve qu'il le porte bien le rôle. Et puis on a Kiersey Clemons qui joue Sophia Manning, qui est un peu qui n'a pas forcément de personnage équivalent dans le film original, qui est un peu une étudiante stressée par sa mère et qui travaille trop, qui n'arrive pas à suivre, quoi, et qui est un peu emmenée sur l'expérience par le personnage d'Ellen Page, parce qu'elle sait qu'elle est douée et que voilà, elle veut qu'il y ait des gens doués autour d'elle pour la ranimer, bien sûr, pour la ramener. Et au final, elle est plutôt impliquée dans l'histoire, elle a un chemin qui est intéressant par rapport à son attitude et par rapport à ce qu'on pourrait penser d'elle d'a priori. Le film fait une petite pirouette scénaristiquement pour dire elle n'est pas aussi nunuche et aussi transparente que ça. Je trouve franchement que les acteurs font bien le taf. Je pense franchement... Alors, est-ce qu'ils étaient... C'est difficile à comparer. Hein. Est-ce qu'ils étaient au niveau du casting du film des années 90 au moment de ce film-là? Non. Non, je pense que Julia Roberts, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, William Baldwin et Oliver Platt avaient plus d'expérience quand ils ont fait d'Hollywood, quand ils tournent L'Expérience Interdite. En tout cas, je le pense. J'ai pas vérifié leur filmographie, mais d'a priori, je pense. Là où je peux déjà dire clairement que, à part Diego Luna, Ellen Page, et je crois Nina Dobrev, que j'ai vu dans quelques films, et encore, je pense que c'était des séries B ou des séries télé, pas forcément très intéressantes, mais détrompez-moi si je me trompe, hein, parce que je ne connais vraiment pas sa filmographie. James Norton et Kiersey Clemons, pour moi, c'est quasiment la première fois que je les vois au cinéma, ou qu'ils ont un rôle titre dans un film de cinéma. Donc, avec ce peu d'expérience-là, je trouve qu'ils ont bien fait le taf. Le problème ne vient pas d'eux,
Il vient de la mise en scène. Ouais, je sais, je suis méchant. Je suis méchant avec mon copain Niels Arden Oplev parce que, encore une fois, j'ai bien aimé sa version de Millennium. Mais Niels Holgersson, qu'est-ce que tu vois de là-haut, hein? Dis-moi si le monde est beau. Eh ouais, hashtag vous n'avez pas la ref. Ça suffit. Ça suffit. Et je ne donnerai aucune explication, autrement que celle que j'écrirai moi-même. Parce que oui, il faut le dire, Niels Arden Oplev a quelques idées de mise en scène, mais globalement le film est mis en scène de manière relativement plate. Il sait bien jouer, je trouve, et il a de bonnes idées, notamment... Alors, non, je vais être clair, là, parce que là, il faut essayer de... Si vous voyez les deux films, et je vous conseille de les voir tous les deux, c'est pas des films inintéressants du tout, il faut vraiment considérer le film des années 90 comme les blockbusters, c'était pas vraiment un blockbuster, parce que à l'époque, les blockbusters, c'est Stallone et Schwarzenegger. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos de ça, je vous conseille d'écouter ma vidéo notamment sur Rambo 5, ça vous fera un petit peu le tour de la question. Grosso modo, les acteurs qui font les gros films avec le plus d'argent, le plus de budget, c'est Schwarzenegger et Stallone. Après, on a des divisions à prime avec Van Damme et d'autres acteurs comme ça qui font des gros films à ce moment-là. Mais grosso modo, vous avez vraiment le haut du panier. Et après, vous avez tout le reste de la production d'Hollywood, qui a parfois du gros budget, mais beaucoup moins quand même. Le principe du blockbuster se généralise en s'extrayant du fait d'avoir toujours un nom qui porte le film tout seul, avec des castings plus larges à partir de la fin des années 90. Mais tout ça pour dire, c'est pas un blockbuster tel qu'on pourrait le croire aujourd'hui, mais c'est un film très bien produit. Et de facto, la mise en scène a quelque chose d'opératique, c'est beaucoup moins modeste. Vous comprenez ce que je veux dire? Si L'Expérience Interdite avait été tournée comme une série B, il aurait eu beaucoup moins de moyens pour les décors et ainsi de suite. Donc la comparaison que je fais entre les deux films est un peu dure, mais malgré tout, je pense que Joel Schumacher avait vraiment des partis pris de mise en scène qu'il tient de bout en bout du film et qui sont à mon avis des vraies mises en qualité de l'écriture du film. Je vais venir après sur le scénario du film, ne vous inquiétez pas, on y vient. Mais je voulais juste vous donner un exemple précis. Quand les scènes de réanimation ont lieu dans le premier film, même si ça va un peu vite, j'ai eu la sensation qu'il y avait dans les choix notamment de couleurs et ainsi de suite, un vrai talent chez Joel Schumacher à nous faire croire, bien qu'on se doute très bien que, comme le principe du film c'est qu'il tombe dans le coma et qu'il revienne, c'est le principe du film, donc on se doute qu'ils vont pas mourir. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, on n'est pas en train de se dire il va claquer là dès les premières séquences, on se dit peut-être qu'il y en a un qui va claquer au bout d'un moment, mais pas tout de suite, sinon le film il va pas fonctionner, vous voyez ce que je veux dire? Et il arrive malgré tout, je trouve, parce que les acteurs sont bons, parce qu'ils sont impliqués, parce que c'est de la médecine simplifiée des années 90, mais on arrive à y croire. Alors, détrompez-moi si c'est des bêtises et si vous avez regardé d'autres séries dernièrement qui vous ont appris beaucoup de choses sur la médecine ou qui vous ont donné, si vous avez l'impression que le public moyen est prêt à quelque chose d'un peu plus, on va dire, complexe et un peu plus vraisemblable selon vous que cette médecine-là. Moi, je trouve que L'Expérience Interdite des années 90, j'y crois toujours. Il y a un problème de fond, j'y reviendrai après dans ma conclusion, de toute façon sur tous les films en termes de vraisemblance, que ces films-là ne tiennent pas la route de base, mais, en termes scientifiques, il faut m'entendre, mais il y avait vraiment chez Joel Schumacher, je vais donner un exemple précis, cette capacité grâce aux acteurs qui se renvoient la balle, à faire monter réellement l'intensité et l'angoisse, de la tension de voir ces personnages, je dis pas l'angoisse, mais le frisson de voir les personnages réussir à réanimer l'autre ou pas. Et ça, pour le coup, c'est un vrai talent parce que je pense que c'est difficile à mettre en scène. C'est vraiment difficile de réussir à faire croire au spectateur que quelque chose de mal peut arriver, alors que le principe de base du film, c'est que de toute façon, ils vont revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Le vrai suspense, c'est qu'est-ce qu'ils vont ramener. On sait que c'est plus ou moins un film de train fantôme, mais qu'est-ce qu'ils vont ramener? Donc, il faut bien distinguer ça. Le premier film avait une vraie capacité à mettre en suspense ces moments-là et à être autre chose qu'un film de train fantôme, là où le film de Niels Arden Oplev est, je pense, le film de 2017 est plus un film de train fantôme. C'est plus un énième film de peur qu'on voit au cinéma arriver, vous savez, les remakes, les films Blumhouse. J'ai fait une critique, d'ailleurs, je parlais un petit peu dans ma critique de The Hunt, de la production Blumhouse, je vous y renvoie si ça vous intéresse, savoir qui est Monsieur Blum.
Et tous les films d'horreur que vous allez voir au cinéma dernièrement sont quasiment tous des Blumhouse, donc c'est un truc de fou. Il y en a vraiment beaucoup, et qui marchent très bien d'ailleurs, et c'est souvent des remakes, et c'est souvent des adaptations, et oui, parce que les gens vont les voir. Donc je pense, sans trop insulter ce film, Flatliners, qu'il est complètement dans la lignée de ça, et du coup, je pense que dans son ambition de départ, et dans sa mise en scène au final, c'est un film qui se contente d'être un film de train fantôme, un énième film de train fantôme. Là où je pense que le film, justement, de Joel Schumacher, par l'ampleur de la mise en scène et par le vrai travail, je pense, et quand je dis vrai travail, je suis méchant avec Oplev parce qu'il a fait du vrai taf, mais je veux dire, un travail simplement plus approfondi, je pense, plus modestement, sur la mise en scène et sur les enjeux entre les personnages. Ça vient dans le scénario, je vais en parler bientôt encore une fois, calmez-vous, mais dans le même temps, ça vient aussi d'une vraie intensité de la mise en scène, dans les scènes de réanimation, mais aussi dans les enjeux entre les personnages. C'est assez étonnant d'ailleurs, je pense qu'il faudrait... je pourrais faire un comparatif image par image si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ça, pourquoi pas. C'est toujours intéressant de comparer des films qui ont été faits une fois et refaits pour apprendre des choses par rapport à ça, je trouve. Il y a des scènes de dialogue entre le groupe d'amis, le groupe de personnes confrontées à cette expérience et au résultat de cette expérience dans les deux films. Et ce qui est étonnant, c'est que je trouve que la dynamique dans le premier film est absolument limpide. On comprend qui veut quoi, où se situe quoi, et qui veut aller où. Ça a l'air bête, mais c'est franchement difficile de mettre ça en scène quand il y a 5 personnages. Là où je trouve que dans le film récent, il y a toute une partie de dialogue qui sont pour le coup beaucoup moins précis, et qui finissent par aussi noyer un petit peu le film dans un blabla pas toujours évident, pas toujours assez précis. Vous êtes en train de me dire que je parle déjà du scénario? Oui, alors passons au scénario, merde. Vous pourriez être un peu calme, me laisser un peu 5 minutes pour parler. Oui, ça fait déjà plus d'1 heure que je parle. On va peut-être essayer d'avancer un petit peu, vous avez raison. Calmez-vous, vous avez raison. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Sauf fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Parce que oui, à un moment donné, le scénar, c'est là qu'on voit si le taf a été fait, et a été fait, on va dire, avec diligence. Et je dois admettre que Ben Ripley, le scénariste du Flatliners de 2017, a fait un travail, je trouve, intéressant sur comment réinterpréter cette histoire, mais il a raté un élément très important du scénario original, je trouve, de Peter Filardi, et que Joel Schumacher avait très bien rendu, c'était cette importance de la morale. Alors, je spoil un tout petit peu, mais vous inquiétez pas, vous comprenez ça très vite dans le film, c'est franchement pas un gros spoil. Les fameux spectres, les fameux éléments que nos amis ramènent de leur expérience après la mort, seraient une réponse morale à quelque chose qu'ils auraient fait dans leur vie. Je ne veux pas spoiler le quoi du comment, vous découvrirez, je trouve que c'est assez varié dans les deux films et assez intéressant pour être vu de soi. Mais pour faire court sur la partie scénar, finalement j'ai pas grand chose à dire mis à part ça. Comme la dynamique entre les personnages est claire dans le premier film, la dynamique morale doit être limpide, c'est-à-dire que les personnages qui sont punis doivent l'être de la manière dont ils ont entre guillemets péché. Et je fais exprès d'utiliser un mot chrétien, judéo-chrétien, parce que la morale judéo-chrétienne est quand même relativement présente dans le premier film. Là où c'est un peu plus modéré dans le deuxième, faut être clair. Un peu plus contemporain, et c'est pas une mauvaise chose. Mais là où le film original était implacable, c'est que chaque personnage recevait ce qu'il devait recevoir, et c'était, comment dire, ça assit le film. Je pense que quand on regarde le premier Flatliners, on peut ne pas aimer le discours. Je vais faire une partie spoiler après une petite partie spoiler pour parler de tout ça. On peut ne pas aimer le discours, mais on ne peut pas nier sa transparence et sa clarté. Le film, Peter Filardi et Joel Schumacher se sont très bien entendus sur le sens du film, ça se sent quand on voit le film, je trouve, ou alors peut-être que Schumacher a envoyé péter Filardi et que c'est carrément pas le scénario de départ, mais j'ai pas fait de recherche dessus, donc n'hésitez pas à me détromper si c'est le cas. Mais en l'occurrence, il y a vraiment un sens de fond qui est présent, c'est-à-dire que ce que tu fais, tu le payes, et tu le payes de la bonne manière. Et si tu n'es pas prêt à le payer de cette manière-là, bah tu vas souffrir, tu vas perdre des choses, et chacun des personnages le vit différemment. Pour certains personnages qui arrivent à s'en sortir et à se confronter à cette chose qu'ils ont fait, à l'assumer, et c'est à chaque fois plutôt bien mis en scène, même si je modère un peu le personnage de Kevin Bacon. Je trouve que Kevin Bacon joue bien dans le film, mais je trouve qu'il est peu investi, et notamment ce à quoi il est confronté lui. Il y a le parallèle qui est fait, à peu près le même parallèle qui est fait dans le film suivant, avec un autre personnage, je veux pas spoiler, je trouvais ce personnage-là plus affecté et plus impliqué que le personnage de Kevin Bacon dans le film original, pour le même type, grosso modo, de rédemption.
Mais grosso modo, pour un personnage pour un ou des personnages qui s'en sortent et qui arrivent à rééquilibrer la balance morale et donc à mettre en paix, je sais pas ce que c'est cette apparition, cet esprit, je n'en sais rien. D'autres vont être confrontés à des choses plus violentes, plus difficiles, ainsi de suite. Et je trouve que c'est proportionnel à ce qu'ils ont fait. C'est là où le film original, je trouve, était plus intéressant et plus carré, plus plein. Tous les personnages ne vont pas faire l'expérience de trucs après la mort, notamment d'y aller, donc ils vont pas tous y être confrontés, mais ils vont être unis les uns les autres face à ça, et je trouve ça aussi intéressant, et dans les deux films c'est intéressant. Mais encore une fois, le premier film est plus plein. Le deuxième film fait un choix très fort en, grosso modo, s'attaquant au casting principal réellement, et je ne veux pas spoiler comment, mais je trouve que ça mène pas à grand chose, ou alors ça rend l'histoire encore un peu vaseuse. C'est-à-dire que le film donne... je vais être clair. On est dans un film de train fantôme, donc le principe du film de train fantôme est simple, c'est qu'au bout d'un moment, on se confronte à une entité spectrale qui va avoir des règles que les personnages vont comprendre petit à petit, jusqu'à trouver le moyen de se confronter, vaincre cette créature ou pas, si on veut faire un bad ending par exemple. Mais c'est ça l'idée, c'est que le spectateur croit aux règles, croit à la possibilité de les contrecarrer, de combattre le fantôme, le spectre, et les personnages finissent par le combattre et à gagner ou pas. Mais en tout cas, ce qui fait tenir la narration, la tension, c'est qu'on croit à ces règles et qu'elles sont cohérentes. Et je trouve que très vite, grosso modo, dès que le côté train fantôme est clairement infilmé dans l'histoire et s'affirme autour des personnages, et ben le deuxième film, c'est pas qu'il se casse la gueule, mais il a beaucoup moins, il est un peu claudiquant, il est moins plein. Et du coup, la fin, toute la conclusion, encore une fois ésotérique, je trouve, a du mal à passer parce elle a pas l'air de raconter la même histoire. Elle a pas l'air de vouloir parler de cette question de la morale. Elle veut pas se positionner sur cette question morale parce que je pense tout simplement que Hopeleff ou le scénariste Ben Ripley ne voulait pas, je pense, être catégorique sur ce que ce film voulait dire. Et je pense que ça vient... Allez, je fais une supposition. Allez, on va dire, c'est la supposition à 10 balles. J'espère que vous me soutiendrez dans cette idée farfelue. Tirez-vous les foutus! Ma supposition à 10 balles, c'est que c'est un film de production. On l'a proposé à Hopeleff parce que Hopeleff peut faire des films aux États-Unis et que c'est toujours intéressant d'aller faire des films aux États-Unis et que souvent Hollywood cherche des réalisateurs un peu partout pour faire du cinéma de genre, des réalisateurs talentueux et ils vont souvent dans d'autres pays, la France ou autre. Je vous renvoie à l'excellente vidéo de Kamel Debache, de Karim Debache sur Crossed, sur le film notamment 47. J'ai oublié le nom du jeu, j'ai oublié le nom du film du coup. Hitman, où il parle justement de ça en parlant de pourquoi Xavier Jean s'était retrouvé à réaliser notamment Hitman aux États-Unis. Bref, donc je suppute que Hopeleff a été cherché par une production pour faire ce remake parce que c'est un réalisateur plutôt talentueux, c'est vrai. Ils ont mis un scénariste dessus et j'ai pas l'impression que ce scénariste était spécialement impliqué sur le projet, honnêtement, c'est ma sensation. Ce qui fait que du coup, deux personnes qui sont pas réellement impliquées sur le projet mais qui doivent en grosso modo dessiner le sens, bah ça donne des films ça peut donner des films qui souvent, in fine, n'ont pas grand chose à dire sur le sujet. Et c'est peut-être le truc le plus triste dans ce remake, c'est que c'est un remake fait avec plus ou moins du talent, mais au final, je pense que Hopeleff et Ripley avaient pas grand-chose à dire. Là où Phil Hardy et Schumacher avaient visiblement un propos à tenir sur l'après-vie et sur l'importance de la considération de l'après-vie en étant vivant. Ouais, bon, si vous m'avez perdu, c'est pas grave, j'y reviens, on va conclure, on va clarifier tout ça. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Oui, la question est vite répondue n'était pas une question qui m'était adressée. Oui, je suis pas... voilà, je vais pas vous raconter que j'ai un succès interplanétaire, alors c'est pas le cas, mais malgré tout, ça me donne l'occasion de vous en parler un petit peu. Encore une fois, mine de rien. Eh oui, je reviens encore une fois sur mes vieilles batailles déplacées. Non. J'ai eu la possibilité sur Twitter d'avoir quelqu'un qui réagissait sur la question quel est le meilleur film entre deux films de mon cher ami, je veux dire Michael Bay, n'importe quoi, James Cameron, pardon, entre Avatar et Titanic. Et donc, une très bonne youtubeuse très intéressante qui s'appelle Laura Popcorn, dont je vous conseille les vidéos très 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 intéressantes. Laura Popcorn, allez-y, c'est du super taf ce qu'elle fait. Estimait que donc Titanic était le meilleur des deux films sans aucun débat possible, alors que moi, c'est pas que j'estime que Titanic est meilleur, je pense que c'est deux films qui, pour moi, il y a match nul.
C'est deux films qui reprennent grosso modo ce que j'estime être les défauts du cinéma de James Cameron et qui handicapent son cinéma depuis très longtemps. C'est son style, peut-être que je dois l'admettre, mais c'est quelque chose auquel je n'adhère pas. Et je vais être clair, je vais résumer. Pourquoi je pense que Titanic et Avatar sont des films équivalents, c'est qu'ils ont tous les deux des qualités que je trouve exceptionnelles chez James Cameron. Premièrement, c'est raconté avec une maestria, une efficacité, une intelligence de la mise en scène qui est exceptionnelle. James Cameron fait un travail que j'aime beaucoup voir des gens qui écrivent les scénarios de leurs propres films faire, c'est qu'une fois que le scénario est écrit et qu'il est plein, il se pose la question de l'enjeu visuel de chacune des scènes. Et ça se voit. Ce qui fait qu'il n'y a aucun plan, aucune scène chez James Cameron qui est molle. Ça n'existe pas dans son cinéma. Il y a des défauts, je vais revenir sur ce que j'estime être ses défauts dans son cinéma. Mais franchement, ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a rien de mou. Il n'y a pas de moment où, grosso modo, quelque chose de plat. Les chants contre chants, pour donner un exemple très simple, sont toujours intenses et font sens. Les mouvements de caméra font sens. Le choix de la focale, le choix de la distance, le choix des effets spéciaux, même si parfois ça fait un peu train fantôme en mode grand 8, pardon, excusez-moi, en mode wouh, vous avez vu mes faux effets spéciaux, blablabla. Oui, c'est le talent de James Cameron, il faut le dire. À chaque fois qu'il a sorti des films, il a mis un coup de pied au cul au cinéma et ça fait 20 ans que ça dure, donc c'est plutôt balèze. 30 ans que ça dure, excusez-moi. Non, 20 ans avec Titanic. Mais grosso modo, c'est un mec qui était déjà impressionnant. Mais non, ça fait 30 ans, puisque si on commence déjà 40 ans, même déjà Terminator 1 avait mis un coup de pied au cul, mais alors Terminator 2, mais laisse tomber, quoi. La claque visuelle pour tout le monde, avec les premiers effets spéciaux réalistiques. Réaliste, je perds mon français. Où es-tu, français, reviens? Où es-tu? Ah la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Et donc, je vais te dire n'importe quoi. Cette capacité de mise en scène chez James Cameron, cette capacité à faire à chaque fois mettre un coup de pied au cul à l'histoire du cinéma, avec des premiers effets spéciaux réalistes, comme je disais, de 3D dans Terminator 2, avant de revenir avec une des catastrophes cinématographiques les plus exceptionnelles jamais faites, avec Titanic. C'est incroyable la séquence, toute la séquence où le bateau coule, c'est incroyable, c'est juste dingue en termes de mise en scène, encore aujourd'hui. Et puis Avatar, évidemment. Si vous voulez connaître mon avis précis sur Avatar, j'ai fait une vidéo avec images et tout, qui est un peu longue, qui est un petit peu dans un style qui est un petit peu mal vieilli, je l'avoue. C'est pas très drôle, je me prenais un peu trop au sérieux, je pense, à ce moment-là. J'étais sensible, mais je manquais un petit peu d'humour, quoi. Donc j'ai fait des blagues dedans, mais je trouve que ça manque un peu de rythme. Mais je vous conseille d'aller la voir si vous voulez connaître mon avis. Ce sera de toute façon pas plus compliqué que d'écouter ce podcast. Alors, voilà. Merci. Et donc, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur le sujet, mais grosso modo, au-delà de la capacité de mise en scène de Cameron, qui est juste exceptionnelle et qui fait de ses films, chacun de ses films, des films hyper agréables à regarder, à suivre et tout, sans problème, pour moi, il y a deux gros défauts qui sont tout le temps présents dans ses films. C'est la première chose, c'est qu'il est incapable d'avoir des antagonistes qui soient autre chose que des caricatures. C'est Billy Zane, dans Titanic, est une caricature de riche, point barre, et c'est tout ce qu'il est. J'ai oublié le nom de l'acteur qui joue Quaritch dans Avatar, est une caricature de militaire, et c'est tout ce qu'il est. Il faut vraiment gratter, hein. C'est mon copain Michael Biehn qui jouait le méchant ou l'antagoniste dans le film Abyss, qui est aussi incroyable, que je vous conseille de voir, qui est excellent. La séquence notamment où il coule, la base je crois que c'est leur base souterraine coule, où elle est envahie par l'eau, c'est oh là là, quand j'étais gosse je flippais à mort, c'était insupportable cette séquence. Bref, incroyable séquence. Michael Biehn, qui était donc l'antagoniste dans ce film-là, avait ajouté lui-même des éléments où on voyait que le personnage souffrait du mal des profondeurs parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas d'explication, que le mec était juste méchant pour être un méchant. Donc il a dit à James Cameron, écoute, on va rajouter ça juste pour expliquer un peu pourquoi il pète les plombs. C'est un mec qui a l'habitude de ça, mais visiblement il a le mal des profondeurs, machin. C'est une explication, c'est pas l'explication de l'année, mais au moins il y en a une. Et ça venait de l'acteur, c'est important de le souligner. Et je trouve que ça handicape systématiquement ces films. Ça rend ces héros caricaturaux. Je suis désolé, mais Jack, c'est un beau héros romantique, mais ça reste une caricature. Pareil, il est intéressant, il a un fond d'histoire et tout ça, il a voyagé, c'est un artiste et tout. Moi, j'aime bien l'idée, hein. Mais encore une fois, on est dans une opposition vraiment bas du front, riche-pauvre, qui va pas très loin, qui manque de nuances. Et le personnage de Kate Winslet est pareil. C'est la petite fille riche qui veut se libérer de son carcan social. Hyper intéressant pour l'époque. C'est bien d'avoir fait ce film en 98. Mais il faut pas me faire dire 20 ans plus tard que c'est encore intéressant.
Ça reste très limité comme écriture. Et pourquoi je dis ça sur Titanic? Parce que, nom de Dieu, il y a une catastrophe qui, en termes de symbolique sociale, est géniale. Alors, je sais que beaucoup de gens me disent, mais oui, mais le film raconte ça. Et je suis toujours tétanisé par ça, d'une certaine manière, parce que je me dis, mais pourquoi les gens parlent tout le temps dans Titanic de Jack sur sa satanée planche? Excusez-moi, je vais essayer de ne pas faire preuve d'agressivité, mais tout de même, sur sa satanée planche, plutôt que de me parler du fond social de ce film. Il y a des vidéos sur YouTube qui le parlent et qui l'en parlent très très bien, qui disent oui, le fond de l'histoire est hyper intéressant, et James Cameron a lui-même ironisé. Il y a une vidéo, je sais plus qui avait fait ça, où on voyait quelqu'un lui dire oui, votre film c'était bien une critique sociale, machin truc, elle lui disait non, je voulais juste faire pleurer les petites filles. Mais je comprends sa réponse et je comprends son ironie, mais s'il voulait nous faire ça, il n'avait pas qu'à passer 95% du film à nous raconter l'histoire de Jack et Rose. C'est juste pragmatique à un moment donné, on les suit tout le temps. Bon, moi je veux bien que la critique sociale soit derrière, et je dis pas que ça peut pas fonctionner. Je trouve par exemple que l'histoire d'amour dans Terminator 1 est exceptionnelle, et je comprends pourquoi on suit Sarah Connor et Kyle Reese, pourquoi on les suit. Alors que l'histoire est sous-jacente, mais elle est impeccablement présente. Vous voyez ce que je veux dire? Elle occupe 95% du film parce que c'est ça l'histoire. Et je pense pas que ce soit grave d'avoir une histoire de première ligne qui a un fond intéressant derrière. Mais en l'occurrence, ni Jack ni Rose, par exemple, n'ont de revendications sociales affirmées, claires et nettes et précises. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, elle veut se libérer du carcan, de l'étouffement de sa vie sociale. Et lui, il va aller aux États-Unis pour essayer de se créer une nouvelle vie. C'est bien, c'est intéressant. Mais c'est clairement pas sur ce discours-là que le film avance. Est-ce que... Je sais que beaucoup de gens, quand je dis ça, c'est ambigu, hein, me disent non mais n'importe quoi, elle veut se libérer, lui il aide à se libérer, tout ça. Je suis d'accord sur le principe. Je dis juste que c'est leur histoire d'amour qui est d'abord et avant tout en avant. Les enjeux sociaux sont secondaires. Il n'aurait pas fallu grand-chose peut-être en termes d'écriture pour que ce soit clairement le propos du film et l'enjeu principal du film. Mais c'est pas l'enjeu principal du film. En termes d'histoire première, il faut m'entendre. Je sais qu'on peut prendre Titanic, le démonter et ainsi de suite et me prouver qu'il y a énormément d'enjeux sociaux dedans. Et je suis d'accord, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des séquences horribles, là, on voit les gens se suicider parce que, voilà, entre autres, ils sont dans les cales du bas, ils vont jamais s'en sortir. Et c'est horrible, c'est incroyable ce truc, c'est vraiment de très belles séquences. Mais pour moi, le film, il était là. Vous comprenez ce que je veux dire? Je dis pas que James Cameron l'a pas fait, je dis que c'est le même déséquilibre que j'ai retrouvé dans Avatar avec le personnage de Jake qui, je l'explique dans la vidéo que j'ai faite, nous fait croire, hésite à devenir un Na'vi. Enfin, il hésite vraiment pendant les 3/4 du film à devenir la grosse moitié du film, excusez-moi, à devenir un Na'vi. Et je trouve que c'est problématique en termes de sens, puisque le film nous dit clairement que les Na'vis sont plus intéressants, plus brillants, plus profonds. Les humains du film, on n'a pas envie d'être comme eux, quoi. C'est des connards, la grande majorité. C'est des soldats qui ont envie de tout péter et de prendre des trucs. C'est Quaritch et le personnage joué par Giovanni Ribisi, et fin de l'histoire. Et je trouve que c'est le même déséquilibre dans Titanic. Je comprends ce qu'essaie de faire. J'insiste et je finirai là-dessus. Je comprends tout à fait ce que veut faire James Cameron. Hein. Il s'agit de faire passer des messages réflexifs et politiques très intéressants, et vraiment à chaque fois très intéressants, j'insiste sur le fond, sous couvert d'une histoire qu'on a vue et revue. Et c'est intelligent, c'est une très bonne manière d'envisager le blockbuster, c'est une manière de faire des histoires simples mais profondes, et je trouve que c'est vraiment de l'excellent travail. Dans le principe, il n'y a pas de problème. Je dis juste que c'est pas bien équilibré. Voilà. C'est pour ça que pour moi, Titanic, Avatar, match nul. C'est des super films à regarder, des super films à suivre, avec des histoires très intéressantes, intenses, du spectacle, de l'amour et tout, c'est hyper cool. Et ça met une claque visuelle de fou. Les deux films sont encore hyper cool à regarder. Mais je vous renvoie à Terminator 1. Hein, je suis désolé. Hein. Même pas Terminator 2, pour vous dire. Et pourtant, Terminator 2 est vachement bien. Mais je trouve Terminator 2 super bien réussi, d'ailleurs. Et très bien écrit, d'ailleurs. Mais je trouve que depuis Terminator 2, ça fait longtemps que James Cameron n'a pas écrit un film qui bascule pas dans un manichéisme un peu facile, ou qui se permet d'être dans une sorte de lecture. En fait, grosso modo, tiens, peut-être, j'ai trop de choses à dire, mais bon, c'était un petit peu la question est vite répondue, elle est un petit peu longue aujourd'hui, mais grosso modo, vous savez très bien que c'est juste un slogan. Hein. Vous commencez pas à me tomber là-dessus en disant c'est pas vite répondu la réponse parce qu'on va pas être copains. Mais grosso modo,
Je crois que les méchants des films de James Cameron sont tous des Terminator. C'est-à-dire que c'est tous des gens qui ont un but maléfique et ils vont l'amener au bout quoi qu'il arrive. Ils veulent l'amener au bout quoi qu'il arrive et le méchant et le gentil est forcé d'arrêter le méchant, de provoquer grosso modo sa mort physique ou symbolique. Puisque dans Titanic, il le tue pas, c'est lui qui se suicide après le crash de 29. Donc c'est voilà, c'est indirectement, c'est grosso modo le personnage de Jack a gagné, je caricature, puisque lui c'est resté quelqu'un de bien et tout ça, et que l'autre, voilà, il a son attachement à l'argent, l'a juste amené à s'autodétruire et à être un connard toute sa vie. Donc voilà, mais vous voyez ce que je veux dire, ça va pas très loin quand même. Détrompez-moi si vous voulez sur la question, je ne demande pas mieux que d'apprendre. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage, hein? Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Oui, je conclurai une petite partie conclusion avant la partie spoil. En vous conseillant de regarder les deux Flatliners, même si pour moi le vainqueur par KO reste quand même... allez, le vainqueur au point plutôt, reste quand même le Flatliners, l'expérience interdite de 1991, parce que je trouve tout simplement que le discours global est plus tenu, que le casting est vous le connaissez un tout petit peu plus peut-être, après si vous êtes très jeune, je ferme ma bouche, mais dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, c'est très intéressant, si vous connaissez peu ces acteurs, vraiment peu, et que vous avez peu vu leur filmographie à l'époque, n'hésitez pas à le regarder, à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup, je trouve toujours que c'est un film au suspense très réussi, avec des vrais moments de mise en scène hyper cool. Allez, je spoil à peine ça, parce que j'ai trouvé que ça marche encore super bien. Il y a une séquence dans le Flatliners de 90 où on a Kevin Bacon qui est dans le métro et là il y a une petite fille black qui s'approche de lui et qui commence à l'insulter, mais même encore aujourd'hui je me suis dit non mais là elle lui balance une série d'insultes, mais laisse tomber quoi, le mec dead en route, hein. Le mec il peut même pas répondre tellement il se fait enchaîner, mais c'est un truc de fou. Et j'ai trouvé la séquence vraiment réussie, elle est encore quelque part malaisante de voir ces petites filles sortir autant d'insultes d'un seul coup. La séquence est quelque part drôle et en même temps tellement bizarre, étrange, décalée. Ça marche encore très très bien. Et c'est une séquence, ça aussi vous savez, c'est une question de dosage de mise en scène. Se dire tiens on va mettre des insultes dans la bouche d'une petite fille là machin, mais on va lui en mettre tellement que le spectateur il va être désarçonné. Et ben je trouve qu'encore plus de 20 ans plus tard, quasiment 30 ans plus tard, ça marche encore vachement bien. Et cet extrême de mise en scène là, voilà pour donner un exemple concret, je n'ai pas une séquence à ressortir de cette qualité là dans le film de Hoplef, tout simplement. Je dis pas qu'il y a que des bonnes séquences dans le film original, il y a des choses qui ont mal vieilli, hein, mais je trouve que les bonnes séquences marchent vraiment bien. Et en plus l'écriture globale est plus ronde. Le film d'Hoplef reste un film intéressant, un film sympa, où encore une fois Diego Luna, Ellen Page et le reste du casting, ils font le taf, ça reste un film de train fantôme sympathique. Mais je ne l'ai pas dit avant, je préfère attendre la conclusion quand même. La séquence de fin de conclusion, notamment dans le film de 2017, est quand même pas terrible. C'est une séquence fantastique, évidemment, et je trouve qu'elle n'est pas très intéressante, ni en termes de sens, ni en termes de mise en scène. C'est probablement dû au fait que le film avait peu de moyens. Il n'a pas pu aller très loin. Là où le film de 90, je trouve, assume complètement sa métaphore et son sens. Le film de 2017 l'assume aussi, mais je trouve que ça marche franchement moins bien. C'est franchement moins intéressant visuellement. Et c'est là où on voit qu'Hoplef n'est pas très investi, je trouve, dans la mise en scène de film. Ou alors c'est son style, mais je trouve que c'est un style qui est un peu froid pour ce que le film voulait raconter. Le film voulait confronter des gens à leur morale. Être confronté à sa morale, c'est quelque chose d'aigu. C'est pas quelque chose de froid. C'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose de remuant, c'est quelque chose de... Vous savez, ça fait mal, ça tiraille, ça vous laisse pas tranquille. C'est pas quelque chose de froid, c'est pas... comment dire, représenter ça par un désert de neige, c'est compliqué à mon avis, je pense. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose de froid à la base. Et ça, je pense qu'Hoplef l'avait pas compris dans sa mise en scène. Bref, je vous conseille donc plutôt de regarder, à défaut, si vous voulez choisir entre l'un des deux, l'expérience interdite de Joel Schumacher, mais c'était pas non plus une honte comme remake. Ça reste un film de train fantôme intéressant avec quelques moments réussis et un casting vraiment investi. Visuellement, c'est propre. Il y a eu largement pire comme remake dernièrement, comme par exemple celui de The Thing dont je vais vous parler la semaine prochaine. Mais dans l'idée, alors peut-être pas la semaine prochaine, mais je vous en parlerai bientôt. Mais dans l'idée, ça reste un honnête remake. Oui, c'est beau, la vie. Allez, mini partie spoiler. Où je vais vous parler un petit peu de... si vous avez vu les deux films, on est d'accord, vous avez vu les deux films, hein, sinon là je vais spoiler comme un gros porc, donc s'il vous plaît. Hein. Gros porc que je suis, on est tous d'accord. De facto, vous avez vu les deux films, donc vous savez que dans le remake,
le personnage de Ellen Page finit par mourir, tué par le spectre de sa sœur, grosso modo, qui la pousse, littéralement, qui la tue. Et je vais être clair, net, très précis, cache-pistache, c'est pas une bonne idée. Même si je comprends que ça doit faire flipper les personnages, et quand ils se rendent compte que c'est un peu le train fantôme, ils se disent « Oh mon Dieu, c'est notre morale qui va nous pourchasser et qui nous tue », et que l'idée pouvait être intéressante sur le papier, et qu'en termes d'intensité de l'histoire, je peux comprendre la nécessité de l'avoir fait pour essayer de redonner de l'intensité à la deuxième partie du film. Le premier film n'avait pas besoin de ça, n'avait pas besoin de tuer un des membres du casting, pour qu'on ait l'impression que les personnages sont en danger. Notamment parce que le personnage celui de Kiefer Sutherland, qui avait créé cette fameuse histoire, était confronté face à un spectre qui était décidé à le blesser de plus en plus, à le pousser à mourir, à se tuer, ou à clairement admettre qu'à un moment donné, il allait devoir accepter de mourir. Et c'était, je trouve, très bien amené dans la mise en scène. On voyait clairement le personnage d'abord agressé physiquement, de plus en plus fortement le personnage de Kiefer Sutherland, jusqu'à essayer de le tuer, carrément l'étrangler. Il était sauvé littéralement par Kevin Bacon, qui permettait de grosso modo d'arrêter l'apparition. Et il lui-même choisissait de s'y reconfronter en allant donc se mettre dans le coma et ainsi de suite. Vous avez vu le premier film, vous savez comment ça se passe. Et je trouve que le choix d'avoir scindé l'histoire grosso modo de Kiefer Sutherland en deux, donc le personnage de celle qui invente grosso modo la technique de se mettre en mort cérébrale et tout, meurt au milieu du film, et celle qui va provoquer sa propre mort parce qu'elle a quelque chose à régler avec un spectre, c'est le personnage de Marlowe, va grosso modo se confronter ça à la fin. Je trouve que ça noie le film et ça crée quelque chose de terrible. C'est que comme le personnage de Marlowe n'est pas très intéressant dans la première partie du film et se dévoile beaucoup plus dans la deuxième partie, mais au final reste un personnage assez transparent, pas forcément inintéressant mais assez transparent. C'est la médecine, la doctoresse arriviste qui n'a pas osé assumer un truc et qui pour pas ruiner sa carrière, ce qui est compréhensible mais bon, c'est pas très gentil quoi. C'est pas très intéressant. Là où dans le premier film, le personnage de Kiefer Sutherland avait tué quelqu'un. Il avait balancé des pierres sur un gosse et ça l'avait tué. C'était un accident, mais il l'avait tué. Vous voyez ce que je veux dire? Par malveillance. C'était un autre degré d'intensité. Là, aussi bien le personnage d'Ellen Page qui a tué sa sœur par accident, dans un accident, en faisant pas attention sur son téléphone, certes c'est de sa faute, mais elle voulait la sauver, elle s'est pas enfuie de la voiture. Et pareil, le personnage de Marlowe, elle a eu peur pour sa carrière, donc c'était pas du tout quelque chose de malveillant. Et ça, en termes de sens, eh ben ça enlève grave de l'intensité au film. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Ça fait beaucoup de mal au film parce que, tout simplement, pour que le personnage mérite de mourir, il fallait qu'il ait franchi quelque chose de moralement plus noir que ça. Pareil, le personnage de William Baldwin et donc de Jamie dans le remake, j'ai oublié le nom de l'acteur, Norton, je crois, Jeremy Norton, je crois que c'est ça. Il faut que je vérifie. Ne trouve grosso modo c'est un queutard, mais dans le premier film c'était un mec le gars il se permettait de filmer ça, c'était vraiment sale et en plus il était vraiment un manipulateur. On a cette excellente séquence, tiens non j'ai pas parlé dans la partie sans spoil mais je pouvais pas, vous voyez la séquence où il rentre chez lui et il commence à avoir des spectres de ses anciennes conquêtes qui viennent le draguer comme lui les a dragués en l'utilisant même genre de technique. Ah bah où tu vas comme ça, tu veux pas que je te raccompagne? On sent clairement que c'est lui qui l'a dit. Et je me souviens plus des termes, mais il y a des trucs que j'avais beaucoup aimé parce que ça faisait vraiment réplique de dragueur, genre des trucs genre oui ça a été très important pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment on sent l'hypocrisie derrière. Ou alors c'était un truc du genre on peut attendre si tu veux. Tu vois, des trucs comme ça qui sont vraiment des répliques de dragueurs qui peuvent être potentiellement des répliques de dragueurs immoraux, et j'ai trouvé ça vraiment bien, et on a donc ce cortège d'esprit qui clairement lui renvoie ça dans la gueule, et quand il arrive dans la pièce en haut, séquence que j'ai beaucoup aimé, vraiment, où il monte l'escalier, il y a de plus en plus ces spectres qui viennent littéralement l'assaillir moralement, en lui disant que ça a été un salaud, de les avoir filmés, de les avoir dragués comme des bouts de viande, hein. Et il monte, et il rentre dans la pièce, et là, il y a sa femme qui est tombée sur les cassettes, et j'ai trouvé que c'était super bien comme châtiment, quoi. C'était vraiment, vraiment bien mis en scène, c'est juste. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que le film est moralement plus rond? Là où dans le film nouveau, le personnage de Jamie, donc on apprend qu'il n'a pas accompagné une fille, il a mis enceinte, je crois, une servante chez lui, et il devait aller faire grosso modo l'avortement ensemble, et il n'y est pas allé, et on découvre à la fin du film que, en fait, bon, comme vous l'avez vu, il a un fils avec cette fille-là, donc il choisit d'assumer donc sa vie de papa, machin, blablabla, donc de devenir un mec sérieux. Je trouve que c'est intéressant, mais c'était pas bien ce qu'il avait fait, on est d'accord, hein, je suis pas en train de dire ça, mais
c'est pas la même chose que de traiter les femmes comme des objets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même intensité ni la même violence. Et d'ailleurs, on le voit plus dans le film avoir des histoires de fesses avec deux des membres du casting, avec Ellen Page, un peu, visiblement pas jusqu'au bout, mais un peu, et avec le personnage... le personnage de... Ah, j'ai oublié son nom maintenant, de l'actrice aussi. Oh, excusez-moi. Je retrouve plus le nom de l'actrice. Le personnage... Oh là là, le personnage de Sophia Manning, pardon, le personnage s'appelle Sophia Manning, l'actrice c'est Kiersey Clemons. Et... Ils couchent ensemble et tout, mais je trouve que c'est pas la... Même si on comprend que c'est un queutard... Et même si ce qu'on lui reproche moralement est intéressant par rapport au premier film, je trouve que c'était plus sale, plus sombre dans le premier film. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que clairement, le personnage n'en avait rien à branler, et que ça le travaillait un peu, mais pas tant que ça, et que le fait qu'il se fasse balancer, que ça finisse mal pour lui, c'est cohérent. J'aurais préféré dans le remake que la femme lui dise « Écoute, maintenant, c'est mon fils, dégage ». Et vous voyez ce que je veux dire? C'est juste à un moment donné, pas forcément... C'est important à un moment donné, je trouve, moralement, de renvoyer un petit peu cette attitude dépréciative de l'autre dans les cordes. C'est-à-dire, il s'est enfui et elle a dû accoucher seule, élever le gamin. Visiblement, le gamin, il a déjà, au moment du film, 1 an ou 2, 3 ans, je sais pas. Enfin, je veux dire, c'est terrible comme truc. Et donc, dans le film, elle a même pas ce moment de... Elle l'envoie un peu bouler, mais une fois qu'elle a vu le gamin, elle dit « Ouais, ok, c'est bon, tu vas pouvoir venir t'en occuper ». J'imagine qu'elle a besoin d'aide, mais vous voyez, il n'y a pas ce moment où elle lui dit vraiment « Écoute, t'as été un énorme connard » et c'est important que ce soit à l'image. Alors que dans le premier film, c'est très bien quand la femme de William Baldwin s'envoie, elle lui dit clairement « Comment je peux te faire confiance? Tu sais pas ce qu'est le respect, tu ne sais pas ce que c'est. » Et je trouve que c'est vachement fort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où le premier film est plein moralement, et pas la suite. Et pas le remake, pardon. Et pareil, je conclurai là-dessus. Le personnage d'Ellen Page meurt avant même d'avoir compris ce qu'elle aurait fait de mal. Et je trouve qu'en tant que spectateur, pour moi, c'est pas clair. Hein. Elle a regardé son téléphone, elle a fait un accident. Mais elle a toujours regretté d'avoir tué sa sœur. C'est même quelque chose qui la poursuit. Elle fait même une expérience pour essayer de savoir si sa sœur est en paix. Tout ça, c'est très positif. Le spectre de sa sœur qui revient comme un spectre moral, je comprends pas ce qu'il vient lui reprocher. Hein. On la voit pas cachée dans le film qu'elle était sur son téléphone. Elle dit à personne « Je suis une innocente victime, ce qui m'est arrivé, c'est pas de ma faute. » Elle a pas dit ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste, il revient, elle lui dit c'est un spectre énervé parce qu'elle l'a tué, mais elle a pas fait exprès. Moralement. Et du coup, quand les autres personnages du film aussi commencent à dire « Oui, c'est ta morale qui vient de poursuivre », dans le cas d'Ellen Page, c'est plus sa culpabilité, je comprends, mais elle a pas à se sentir plus coupable que ça. Elle veut même s'assurer que ça va bien pour sa sœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moins... Comme c'est moins clair... C'est plus ambigu émotionnellement, ça enlève de la cohérence à la venue spectrale. Et du coup, la fin, on la voit, elle, donner un coup de main à Marlowe en lui disant « Ouais, il faut que tu assumes un peu, il faut que tu assumes vraiment ce que tu as fait si tu veux t'en sortir, blablabla. » C'est stupide parce qu'elle n'a pas eu le temps et elle n'avait pas assumé tant que ça. Elle a regardé son téléphone, il y a eu un accident. Et c'est horrible, et elle porte cette culpabilité toute sa vie, au point de faire une expérience limite et de provoquer sa propre mort pour aller voir si ça va pour sa sœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, c'est réglé ça. C'est ça à un moment donné, s'investir dans un scénario à un niveau moral qui me semble-t-il aurait été au niveau du premier film. Et je finirai, avant de conclure, sur les phases de rêve. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai pas trop évoqué dans ma partie sans spoiler. J'aurais dû peut-être un peu plus en parler. Veuillez m'excuser pour ceux qui débarquent après la guerre, ce que je comprends tout à fait, et qui n'ont pas écouté forcément, qui n'avaient pas écouté la partie spoiler et qui l'écoutent maintenant. Le fait est que les rêves sont un peu plus intéressants techniquement de nos jours, puisqu'on sent quand même la limitation de technique des années 90 et le fait que le film était pas un gros budget, un très bon budget, mais pas un énorme budget. Pour vous donner une échelle d'idée, le budget de Terminator 2 à côté va largement exploser, c'est 26 millions de dollars. Je crois qu'ils approcheront quasiment des 100 millions de dollars au total pour des effets numériques, pour pouvoir inclure le T-1000 et ainsi de suite. Je vous conseille d'aller voir Terminator 2 si vous ne connaissez pas, mais grosso modo, c'est le premier film où on incorpore vraiment un personnage en CGI de manière vraiment très forte et en arrivant à un niveau de réalisme qui va bluffer le public pendant des années, ce fut mon cas et le cas de bien du public à l'époque. Donc c'était une grosse claque technique. À ce niveau-là, Flatliners est un film qui avait vraiment beaucoup moins de moyens, ça se sent.
ou tout simplement moins de connaissances techniques, c'est aussi possible. Hein. Quoi qu'il en soit, les rêves font un peu cheap. Quand je disais qu'il y avait des choses qui dataient un peu le film, c'est les phases de rêve, je trouve. Même si elles sont beaucoup plus narratives et par définition font beaucoup moins recours aux effets spéciaux et ainsi de suite, on est vraiment sur une caractérisation très simple des rêves avec en général les lieux connus. On a les effets vraiment qui font effet clip des années 80, c'est-à-dire avec la fumée pour évoquer le côté, la fumée très blanche pour évoquer le côté perdu dans l'espace, ésotérique, vous voyez ce que je veux dire, mystique, psychologique, bref. Donc c'est pas très très subtil. Et en parallèle de ça, on a des effets de solarisation, d'irisation de l'image, on a le fameux effet de l'iris qui devient rouge ou vert, vous voyez ce que je veux dire, en très gros plan, des choses comme ça. On voyage un petit peu sur des décors synthétisés, je caricature, vous allez voir de toute façon, si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle. Tout ça, ça date un peu le film. À l'époque où il est sorti, ça passait, parce que c'était un petit peu le vocabulaire visuel de l'époque. Là, maintenant, tout simplement, c'est daté parce que c'est pas très efficace. A l'inverse, et c'est vrai que j'ai pas mal défoncé le film d'Anil Sarden-Oplev, donc franchement je peux un petit peu ralentir là-dessus, simplement en disant que il y a des bons effets, il y a notamment un effet de destruction d'une pièce à un moment donné qui est utilisé comme plan, c'est presque une sorte de money shot dans la bande-annonce de Flatliners de 2017, où on voit la salle d'opération éclater en quelque sorte, et qui a un très bel effet très réussi. On a comme ça 2-3 petits effets dans le film qui sont vraiment bien et qui sont dus au fait que la technologie de notre époque est quand même salement plus développée. Mais quand je dis que ça fait money shot, j'ai un peu vendu la mèche, c'est-à-dire que c'est le seul vrai effet vertigineux du film. Le reste du temps, je trouve pas la 3D très intéressante quand elle est utilisée, ou même la séquence de fin dont j'ai très peu parlé, où on voit le personnage de Marlowe, vous l'avez vu, donc je peux me lâcher, être aspiré en quelque sorte. C'est pas très intéressant, même le contre-champ sur le personnage d'Ellen Page qui vient la voir comme une sorte d'apparition avec de la lumière derrière elle. C'est pas très fin, c'est pas très joli. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand je dis que c'est pas très joli, il faut m'entendre, c'est subjectif, mais ça manque de finesse. On sent clairement qu'il n'y a pas eu de choix clair. Elle est aspirée vers quoi ? Pourquoi elle est juste aspirée vers le fond d'une salle de classe, je caricature, vers le fond d'une salle d'opération. Donc voilà, c'est pas très abouti parce qu'il n'y avait pas vraiment d'idée derrière, pas vraiment de solution. Et le contre-champ sur Ellen Page est encore plus flagrant puisque on a vraiment ce côté halo blanc, c'est pas très bien dessiné sur elle. Grosso modo, c'est une apparition, mais en même temps, on la reconnaît très très bien, on reconnaît sa voix. Il n'y a pas vraiment de décision. Le film est à cet endroit-là, le film devient quelque part littéral, alors que il avait réussi à être beaucoup plus vertigineux dans ce que j'appelle le money shot. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un money shot, bon déjà, ça veut dire que vous n'avez pas jamais regardé l'émission Crossed de Karim Debache, et c'est dommage, vous devez récupérer tout ça, il l'explique très très bien, mais grosso modo c'est un plan qui coûte extrêmement cher dans un film, et qu'on doit absolument caser dans la bande-annonce du film pour donner aux gens envie de le voir. Vous, moi, tous, on se fait très 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 souvent voir comme ça, avec un effet qui est juste dans la bande-annonce. C'est très très répandu, notamment dans les séries B de science-fiction ou d'horreur, telles que Flatliners, et effectivement c'est le seul vrai moment, j'ai envie de dire, vertigineux en termes de spectacle. Sinon le reste du temps, c'est pas très intéressant, et c'est assez flagrant comme ce passage de rêve est assez spectaculaire. Je crois que c'est le premier, je crois que c'est quand Ellen Page, comme c'est la première qui meurt, là, qui passe dans cette phase de après-vie, c'est pour la première séquence, et après les séquences d'après-vie sont de moins en moins spectaculaires, jusqu'à la dernière du film qui est supposée être le climax, et qui honnêtement est visuellement très pauvre. Bref, j'ai fait le tour de la question, je pense. Donc je peux finir ce podcast en laissant un message pour Mickey, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de toi. Donc écoute, si tu vois le podcast, tu me contactes comme tu veux. J'ai vu que tu as bloqué mes messages sur Facebook, sur Twitter. Je vais passer par le service après-vente de Disney, je te préviens. Je te préviens. Mais si tu me réponds toujours pas, je peux venir là-bas. Je peux venir, et si je viens, je fais un scandale. Bonsoir et bienvenue pour ce journal de 20h. Au rayon des nouvelles les plus importantes, nous avons des nouvelles sur l'attentat qui a secoué le siège international de Disney Company. En effet, le terroriste dénommé un Covid qui parle trop, qui serait en fait un mec qui parle trop, aurait, je cite, essayé de faire vivre une expérience interdite à Mickey. Au rayon des nouvelles, on aurait donc la possibilité, grâce à Elon Musk désormais, le magnat, le milliardaire américain, de faire un voyage directement dans l'anus de Michel Onfray.